Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir à cette conférence Impact du numérique et solutions. On est heureux de vous avoir. Donc, aujourd'hui, on a 3 intervenants. Éric Fourboul, ancien ingénieur CAO chez Dassault Systèmes, qui a fondé, au début du premier confinement, un groupe de travail nommé Boavitsa, spécialisé dans la mesure d'impact environnemental du numérique et qui travaille régulièrement avec des entreprises. On a Gauthier Roussil, derrière moi, qui est lui aussi spécialisé dans la mesure d'impact environnemental du numérique, doctorant ENS-Saclay et RMIT, et qui conseille régulièrement des agences comme l'ADEME et des parlementaires sur les questions d'empreinte du numérique. Et puis pour terminer, on a Tony Dupin, un ancien ingénieur INSA Lyon, qui travaille dans l'industrie en tant que responsable amélioration continue et digitale, et qui intervient régulièrement à l'INSA en tant que formateur, et qui, son sujet de prédilection, c'est l'éthique de l'ingénieur. Donc, avant de commencer les débats et de donner la parole à nos différents intervenants, j'aimerais accueillir sur scène Patrice Haid, vice-président des Alumni INSA Lyon, qui va vous présenter très rapidement la chaire INSA, ingénieur en action. Merci. Merci Romain et bonsoir à toutes et tous, ici et aussi ceux qui sont en ligne. Donc cet événement-là, aujourd'hui, c'est un partenariat. En fait, c'est le fruit d'un partenariat entre l'association Alumni, la chaire Alumni INSA Lyon et Tech for Good. Et donc, c'est presque une première, parce que c'est la première fois qu'on organise un événement en commun avec une association étudiante. Et je pense que c'est l'avenir. Alors, l'association Alumni INSA Lyon donc regroupe 40 000 diplômés de l'INSA Lyon. Sa principale mission, c'est de fédérer, de mettre en réseau l'ensemble des diplômés. Ça, c'est un premier axe. On a un deuxième axe qui est de se connecter à l'école, aux élèves, aux départements, aux associations de départements. C'est une deuxième activité. Et puis aussi, défendre le diplôme INSA auprès de tout un tas d'instances au niveau national, bien sûr. Alors voilà, ça, le partenariat donc s'appuie sur la chaire Alumni INSA Lyon. Alors qu'est-ce que c'est que cette chaire? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une chaire? Une chaire, c'est on va dire un espace de travail qui est mis en place à l'INSA de Lyon en particulier, et donc dans lequel il y a du personnel, et on a aussi des financements. Ces financements viennent de l'INSA, ces financements viennent aussi des diplômés INSA. On a fait une opération de crowdfunding qui a été un succès. Et la chaire Alumni INSA Lyon, dont le nom plus précis est ingénieur, philosophe en action, à penser et agir de manière responsable, elle vise, son principal objectif, c'est on va dire, de redéfinir un peu le rôle de l'ingénieur maintenant et dans le futur, eu égard au contexte que tout le monde connaît, bien sûr, à la fois sociétal, environnemental, économique, de le redéfinir, mais pas n'importe comment, pas sur des bases théoriques, mais sur des bases très concrètes, c'est-à-dire notamment en s'appuyant sur l'expérience concrète des diplômés qui sont en action dans les entreprises, dans les organisations diverses et variées en France et dans le monde. Tony Dupin, ici présent, est un exemple de ceux qui ont contribué à la chaire et avec qui on a commencé à travailler, notamment sur le côté éthique. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif de la chaire. Qu'est-ce qu'on attend de cette chaire? On attend, bien sûr, qu'elle permette d'apporter des éléments à l'INSA pour faire évoluer la formation, en complément de ce qui est déjà en train de se faire en ce moment. Mais on attend aussi, bien sûr, des outils, des éléments qui vont permettre aux diplômés en activité d'avoir une vision peut-être différente de leur rôle, de leur responsabilité, de la manière dont ils doivent s'engager dans la transformation des organisations dans lesquelles ils travaillent. Voilà, c'est tout ça qu'on attend. Voilà. Merci pour finir à Romain, Tech for Good, à la Mouette d'avoir organisé cet événement. Et merci à Patrice de nous avoir soutenus dans l'organisation de cet événement. Pour vous expliquer un petit peu le format ce soir, donc chaque intervenant va prendre la parole pendant 5 minutes, puis on aura 5 minutes d'échange
après chaque intervenant. Et ensuite, on aura une véritable discussion autour des thématiques actuelles. Pour commencer, on va donner la parole à Tony Dupin, qui va vous faire une présentation sur l'éthique de l'ingénieur. Merci. Bonsoir à tous, donc vous qui êtes ici présents, et à vous qui êtes derrière vos écrans. Merci tout d'abord aux organisateurs qui ont permis à cet événement d'être possible de se tenir là, et c'est un réel plaisir d'être avec vous. Alors, je vous propose un jeu de l'esprit. Nous allons nous mettre dans la peau de Marty McFly, le héros de Retour vers le futur. Donc imaginons, nous sommes en 2100. La Terre est quasiment invivable. Canicule à répétition, inondations, pollution des terres, des mers, dégradation extrême de la biodiversité et guerre de territoire qui s'ensuivent. Donc maintenant, nous montons dans la DeLorean, direction 2021, pour essayer d'éviter cette catastrophe, d'infléchir le cours des événements. Donc qu'allons-nous faire pour éviter la catastrophe ? Le problème est de trouver ce qu'il manque pour agir plus profondément. Alors étudions un processus particulier, le processus de l'ingénieur en tant que processus de transformation. L'ingénieur transforme. Alors, vous avez comme donnée d'entrée une inclination, une disposition de l'esprit, comme tout un chacun. En sortie, vous avez des réalisations, vous réalisez des choses, des produits, des solutions. Et vous utilisez, pour ce faire, des moyens. Ce sont nos variables. Alors maintenant, notre objectif étant d'éviter la catastrophe, je vous propose de changer les données d'entrée, les données de sortie et les moyens. Alors, nous pourrons alimenter le processus avec l'éthique. L'éthique, qui est une réflexion sur la conduite à tenir en vue de la vie bonne et heureuse, peut être une donnée d'entrée qui permettra de passer à l'action. D'autre part, ne plus traiter ces réalisations comme des réalisations, des produits qu'on crée dans l'entreprise, au sein de l'entreprise uniquement, mais de s'interroger sur les fins de ces réalisations. À quoi servent et où vont les réalisations que nous produisons en tant qu'ingénieurs. C'est-à-dire ce vers quoi tend notre projet de vie. Devons-nous continuer, par exemple, de produire quelque chose que nous jugeons nocif ? La question se pose. Sartre dénonçait déjà, avec son concept de la mauvaise foi, l'écart qu'il peut y avoir entre l'être et l'agir. Il utilisait pour ce faire l'exemple du garçon de café, pour ceux qui le connaissent. Et donc, on peut appliquer la même chose à l'ingénieur. L'ingénieur dans l'entreprise, se persuade-t-il qu'il a un sens, que sa vie a un sens par son activité, par son métier, par son rôle d'ingénieur, ou bien prend-il conscience, pouvez-vous prendre conscience de la liberté qui est la vôtre ? Donc ne plus jouer le rôle d'ingénieur, mais plutôt acquérir la liberté qui nous permettra réellement d'être. Dernier point, quant aux moyens, nous pouvons nous interroger sur est-ce que ces moyens vont nous permettre de réaliser les fins que nous avons envisagées. Par exemple, si je pense aux ressources naturelles, aux ressources énergétiques, comment puis-je utiliser ça ou ne pas utiliser celle-ci pour correspondre aux fins à mon projet de vie ? Donc maintenant, pour changer les choses, nous pouvons dégager un plan d'action. Nous allons le faire pour éviter cette catastrophe. En 1, vous devez réfléchir à vos valeurs et à ce que votre raison vous impose. Donc pas uniquement de l'émotionnel, mais utiliser la raison, comme les philosophes historiques ont pu nous l'apprendre, pour dégager quelles sont nos valeurs et ce que donc nous devons faire. En 2, vous devez prendre conscience que l'ingénieur est une voix influente.
L'ingénieur est force de proposition. Il est capable même d'infléchir un cahier des charges, par exemple, ou d'aller proposer de nouvelles solutions. Donc, il a un pouvoir. Troisièmement, nous devons insuffler de l'énergie à ceux qui veulent mettre en pratique des solutions vertueuses et éthiques. Donc, pour atteindre notre objectif, nous devons également changer de dimension. Nous ne pouvons pas nous contenter des outils, j'allais dire du passé, mais des outils classiques de l'éthique, comme uniquement les chartes éthiques ou les conduites, les bonnes conduites, les bonnes pratiques dans l'entreprise. Celles-ci sont exogènes. L'idée, c'est de remplacer ça, passer à une dimension supérieure, pour que l'éthique ne soit pas une checklist, mais que l'éthique soit une énergie, une volonté. Voici les trois principales normes éthiques. Alors, je mentionne les plus connues, les éthiques normatives, l'éthique des vertus, la déontologie et l'éthique conséquentialiste ou utilitariste. Je ne reviendrai pas dessus, mais ce que je propose ne dénature pas la pensée de ces auteurs historiques, qui tous peuvent converger vers la même chose. Qu'on veuille être quelqu'un de bien, l'éthique des vertus, ou agir selon le devoir moral, l'éthique kantienne, déontologique, ou agir pour le profit du plus grand nombre, telle que l'éthique utilitariste de Bentham et Mill, je pense qu'on ne peut que vouloir préserver notre planète. Et donc, si on le veut, qu'on a un pouvoir et qu'on est libre, alors on le fait. Ça y est, vous êtes prêts à remonter dans la DeLorean, direction 2100, et vous verrez, vous pourrez vivre dans un monde un peu meilleur. Merci pour votre attention. Merci Tony. Merci Tony pour cette belle intervention. Donc à présent, on va échanger un petit peu plus en détail sur... À présent, on va échanger un petit peu plus en détail sur le sujet que tu as évoqué. Aujourd'hui, dans le monde de l'industrie, c'est vrai que l'éthique, c'est important. D'après vous, comment est-ce qu'on pourrait concilier aujourd'hui éthique et intérêts économiques qui parfois sont contradictoires? Pour donner un exemple, par exemple, à partir du moment où on identifie, je veux dire, ça a été le cas, par exemple, pour dans les bâtiments, avec... oui. Enfin, lorsque les industriels parfois identifient dans certains cas des défauts, ils ne sont pas toujours prompts à réagir. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de corriger ça? Donc, c'est l'exemple. Je sais pas, oui, ça fonctionne. C'est l'exemple du Rana Plaza, si je ne me trompe pas, qui s'est effondré il y a quelques années, quand des officiels ont détecté les fissures dans le bâtiment, et malgré tout, même si certains ont eu le droit d'évacuer, d'autres personnes de la confection des bâtiments supérieurs n'ont pas eu le droit d'évacuer. Et alors, de mémoire, il y avait eu 1200 morts, si je ne me trompe pas. Donc ça montre le genre de catastrophes qui peuvent forcément découler d'un manque d'éthique évident, qui est de vouloir produire à tout prix, vouloir gagner de l'argent, bien sûr, au détriment de la sécurité, donc, et des principes les plus évidents de tout être humain. Bien sûr, il est toujours compliqué de concilier l'éthique et gagner de l'argent, mais ça dépend de ce qu'on signifie par gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, je pense, de proposer des solutions, de proposer des produits même qui vont bien sûr permettre à l'entreprise de continuer à vivre sans aller heurter son éthique. Si c'est dans un secteur d'activité qui, après réflexion, après votre volonté éthique, se heurte à vos convictions, le mieux dans ce cas-là
sincèrement, serait de changer de voie. On peut exprimer nos compétences et nos capacités d'ingénieur dans énormément de domaines. Voilà, il y a de l'emploi en abondance dans nos professions. Donc, le mieux serait de changer dans ce cas-là, je pense. Mais si on n'est pas dans une activité, une entreprise qui produit quelque chose qui heurte nos convictions éthiques, on peut plutôt continuer à faire vivre cette entreprise, à lui permettre d'exister avec de l'emploi, tout en ayant cette conscience qui fait qu'on va essayer de proposer les meilleures solutions pour l'entreprise et la planète. Merci. Donc un devoir d'avertir de la part de l'ingénieur, ou en tout cas de participer aux discussions pour faire en sorte que les décisions qui soient prises soient à la fois les plus responsables et peut-être de trouver un compromis entre développement économique et environnement. Tout à fait. Hein. Si on prend l'exemple des lanceurs d'alerte, par exemple, maintenant les lanceurs d'alerte sont dans le droit, on les retrouve également dans la norme, il me semble que c'est dans la norme ISO 9001, on retrouve cette nécessité de protéger les lanceurs d'alerte. Donc si quelqu'un a conscience, par exemple, d'un choix qui ne serait pas éthique, il doit être protégé en tant que lanceur d'alerte. Et donc au-delà de ça, ce que j'évoquais dans la présentation, au-delà de ça, c'est d'aller même être force de proposition pour infléchir dès l'origine. Éric et Gauthier, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à cette notion d'éthique, par rapport à ce que vous avez pu observer dans votre vie professionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui vous souhaitez dire quelques mots sur ce sujet? Ce que je trouve intéressant dans l'intervention de Tony, c'est que ça met un cadre quelque part à quelque chose que j'ai vécu il y a peu de temps, une volonté d'agir et après un réveil dont je vais vous parler. Mais je pense qu'effectivement, c'est un paradigme de réflexion, on va dire, qui est super important à avoir. Et je ne sais pas si, du coup, vous êtes amené à intervenir en formation auprès de l'INSA, mais en tous les cas, c'est typiquement ce genre comment dire, d'input au moment où on est étudiant, qui paraît super important. Et j'aurais tendance à dire aussi, et ça c'est d'expérience, hein, que quand on se met dans l'action en phase avec nos valeurs, il y a un output qui est le bien-être, être bien dans ses baskets, se lever le matin super content, etc. Donc c'est pas juste une éthique de devoir, c'est une éthique qui renvoie voilà, à la fois du plaisir et il y a un intérêt personnel, on va dire, à agir comme ça, quoi. Mais en tout cas, intéressant, je suis ignare en fait par rapport à ce cadre, donc c'est super intéressant. Alors, moi, je suis pas ingénieur de formation, donc je le prends différemment. Mais après mes études, j'ai créé ma boîte, notamment une agence de conception, que j'ai fermée 5 ans après, justement, sur les questions d'éthique. Et je suis parti, donc, à l'époque, tourner un documentaire sur la question de l'éthique dans la conception. Et au final, j'ai complètement orienté, moi, on va dire, mes choix professionnels pour être aligné par rapport à ce que j'avais formulé, moi, qui est mon éthique personnelle, qui était notamment la question quels sont les sujets qui collectivement nous lient tous dans les années à venir. Après le changement climatique et le changement de conditions de vie sur Terre est un bon facteur, et dans lequel j'avais des compétences qui étaient plus autour du numérique, et donc ça fait qu'en 2017 j'ai travaillé sur les enjeux environnementaux du numérique. Enfin, c'est vraiment c'est très logique, mais enfin quand on y regarde derrière. Mais après, moi, les réflexions que j'avais en écoutant Tony, c'est de se dire, à un moment donné dans votre carrière, de vous retrouver dans des secteurs d'entreprise sur lesquels vous ne serez pas aligné, où vous poserez des questions par rapport au bien fondé même de leur activité ou de leur existence. C'est quelque chose de se retrouver dans cette situation et de se dire, en fait, ouais, peut-être que je ne suis pas aligné avec ça et c'est pas grave, parce que c'est aussi compliqué de se retrouver dans une situation où vous vous retrouvez à défendre quelque chose que vous
avec lequel vous n'êtes pas forcément aligné. Et ce qui met dans une situation très bizarre et qui est pas quelque chose de très positif. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut vous retrouver dans un secteur qui sera vraiment peut-être, sur les questions de changement climatique, qui sera vraiment attaqué. Et du coup, vous pouvez aussi vous sentir attaqué et finalement vous retrouver à défendre quelque chose dans lequel vous ne vous retrouvez pas, mais vous défendez parce que c'est comme ça. Et juste, en fait, c'est OK parfois de ne pas défendre des choses, même qui nous sont proches. Enfin, on ne pourra pas tout défendre et il faut faire des choix par rapport à un cadre global qui a été défini un peu ici. Mais en vous rappelant quand même quelque chose, enfin moi, c'est une personne que j'ai beaucoup aimée dans ses lectures, c'est Hannah Arendt, et qui rappelle quand même que quand on fait le choix du moindre mal, on fait quand même le choix du mal. Voilà. Merci pour cette intervention. Avant de passer à l'intervenant suivant, je pense qu'on peut aussi s'interroger aujourd'hui sur la place, plus globalement, du numérique au sein de notre société. Il y a beaucoup d'avantages. On entend parler aujourd'hui de plus en plus des inconvénients. En tant qu'ingénieur, comme l'a souligné Tony, on a une responsabilité à la fois personnelle, mais aussi aux yeux de la société. Et aujourd'hui, sur des sujets technologiques, notamment par exemple la 5G, on voit qu'il y a relativement peu d'ingénieurs qui sont présents dans les médias pour défendre ou même pour argumenter par rapport à la technologie ou donner leur opinion. C'est des sujets qui peuvent être très politiques. Donc avant de passer la parole à l'intervenant suivant, j'aimerais juste qu'on ait la réaction de nos intervenants sur ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ingénieur doit avoir un rôle, entre guillemets, politique, dans le sens où un rôle d'éducation auprès du public, sachant que le risque, sinon, c'est que ces sujets puissent être... c'est que d'autres personnes puissent s'emparer de ces sujets avec peut-être moins de connaissances, moins de background, et donc véhiculer parfois de fausses informations à tort. Ça veut dire que je travaille sur la question de la 5G, donc je la prends celle-là. En fait, juste pour démystifier quelque chose, faire de la recherche, c'est politique. Enfin, on en discutait tout à l'heure en venant. En fait, d'un point de vue tout à fait pragmatique, vous vous retrouvez à faire des demandes de financement, à avoir des partenariats, à avoir des éditeurs de certaines revues scientifiques qui n'aimeront pas ce que vous dites ou pas. Enfin, et donc, il y a plein de couches au moment où la production de connaissances passe aussi par des filtres qui sont politiques. Alors, ça ne veut pas dire que la méthode scientifique, c'est extraordinaire. Enfin, bien sûr, formuler une hypothèse, récolter des données, faire un protocole expérimental, obtenir des résultats qui vont être confrontés par les pairs, c'est génial. C'est une méthode qui est tout à fait enthousiasmante, sauf que ça, c'est en théorie. Et en réalité, c'est aussi aller se confronter à des éditeurs qui ne croient pas du tout en ce que vous allez dire, vous faire censurer, ou parfois pas avoir les financements pour aller étudier un sujet qui vous passionne. Donc en fait, c'est pas neutre en fait la façon dont on produit des connaissances. Il y a toujours un appareillage autour qui fait qu'il y a des orientations, pour le meilleur et pour le pire. Et ce qui amène à une question intéressante, c'est que si la publication scientifique a quand même produit des régimes de vérité qui sont très intéressants, il y a bien un enjeu politique, donc potentiellement on peut discuter de certains enjeux qui sont technologiques et scientifiques, parce qu'ils sont eux-mêmes politiques. Et en l'occurrence, lorsqu'on va déployer collectivement une infrastructure qui nous engage tous, en tant qu'habitants d'un pays, mais aussi faisant partie de chaînes d'approvisionnement et de ces nodes d'investissement industriels globaux, sur lesquels on signe, en fait, on met une caution quand même dans tous les cas. Et c'est intéressant de savoir, est-ce qu'on peut questionner, avoir des doutes sur les déploiements technologiques? Pour moi, oui, carrément, parce qu'en fait, ça va influencer nos vies dans tous les cas. Si on vous pose la question alors un exemple très simple, le vote électronique. Et là, on s'est dit tout d'un coup, tous les ingés, tous les technos qui font de la cybersécurité se sont dit non, il ne faut absolument pas numériser le protocole, c'est très bien en version non numérique. Et on voit les arguments pour. Et là, on peut avoir un débat autour de ça sans que ça soit aussi polémique que la 5G. Les véhicules autonomes, on pourra tout à fait avoir un débat, c'est très conseillé, parce que ça peut changer la façon dont on pense l'aménagement des villes, la façon dont on pense les réseaux d'électricité, la connectivité, la façon dont on pense un marché de l'emploi.
Donc, bien évidemment, il faut en discuter collectivement, et ce sont toujours des choix qui sont socio-techniques. Ce n'est pas des choix que techniques. Et il faut bien évidemment avoir des ingénieurs présents dans ces discussions, mais il faut avoir toutes les parties prenantes, y compris les citoyens, y compris les politiques, y compris les exploitants, etc. Très bien. Maintenant, on va enchaîner avec Gauthier, donc. Ok, alors, un peu plus bas. Tac. Attendez, je règle tout ça, c'est bon. Ok. Alors, je vais vous faire en fait une vision assez globale de ce que sont aujourd'hui les enjeux environnementaux du numérique, avec une perspective aussi qui est un peu plus stratégique, dans le sens où, pour moi, c'est pas un sujet, c'est loin d'être un sujet que technique. Donc, je vais revenir là-dessus, on va dire couche par couche. Alors, tu peux passer. Alors, pour me présenter rapidement, donc ça a déjà été dit, donc moi je suis doctorant ENS Saclay MIT. En gros, mon cadre de recherche générale, c'est d'explorer quels sont les systèmes numériques. Donc, par système numérique, on entend à la fois infrastructure et services qui sont compatibles avec un monde limité à 2 degrés. Donc, bien sûr, c'est un cadre de recherche très large dans lequel j'ai des questions de recherche beaucoup plus précises, mais en tout cas, c'est mon cadre général d'analyse. Donc, vu que ça fait quand même déjà quelques années que je travaille sur le sujet, je me suis aussi retrouvé en position de conseil, notamment pour l'administration publique ou différentes agences publiques, donc l'ADEME pour la transition écologique, l'ARCEP pour les télécoms, et aussi parfois la direction interministérielle. Mais j'ai une tendance à plutôt travailler dans le public. Donc j'ai aussi un prisme un peu plus public que privé là-dessus. Et en gros, mes sujets de recherche, en cas des points plus précis dans ma recherche, c'est question de matérialisation et de territorialisation des systèmes numériques. Parce que ça fait 40 ans qu'on nous dit que c'est immatériel ou dématériel et que c'est dans un village global ou dans un nuage. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est bien matériel et c'est bien territorial. Et donc moi, je suis plutôt spécialiste, je me dirige vers le terrain Asie, et notamment Chine et Taïwan, pour continuer mes travaux de territorialisation. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les analyses d'impact environnementaux du numérique au niveau global, et maintenant j'en suis un petit peu revenu, mais en tout cas, j'ai beaucoup étudié la question de comment on estime une empreinte. Super, merci. Alors, je vous fais juste un petit cadre géostratégique, parce qu'en fait, on peut parler de numérique autant qu'on veut, et de ce secteur numérique autant qu'on veut. Il faut comprendre qu'on est pris dans une situation qui est complexe, et dans laquelle, en fait, on doit réfléchir pour se positionner, et qu'il faut bien avoir en tête. Nous, notre position, elle est européenne. On est en Europe, on est français, etc. Et donc, il faut réfléchir depuis la posture européenne, qui est une posture de vulnérabilité. On est très faible sur le secteur numérique. On a bien sûr des immenses géants que vous ne connaissez peut-être pas, mais comme ASML, STM Electronics, même donc au logiciel, on parle de Dassault Systèmes, etc. Mais on n'est ni une puissance servicielle au niveau global, ni une puissance matérielle. Et en fait, on est pris dans un effet de couperet, un effet de ciseau, entre d'un côté un acteur américain qui nous fournit quasiment toute la couche service aujourd'hui du secteur numérique en France et en Europe. Donc Google Cloud Platform, AWS, Azure, Salesforce et tous les autres couches que vous connaissez bien, toute la couche GAFA, et qui est vraiment à une mainmise assez impressionnante sur la façon dont on pense nos stratégies numériques en France, ou dans laquelle on ne pense pas nos stratégies numériques, je ne sais pas. Et de l'autre côté, plus par les acteurs d'Asie de l'Est ou en Chine, ils se dirigent plus vers une puissance matérielle, dans le sens où, par exemple, la Chine, dans son 14e plan quinquennal, préfère largement sécuriser ses ressources minières et son appareil de production plutôt que favoriser ses services numériques. Ils voient plus de valeur dans la gestion du socle matériel que du socle serviciel. Et il s'avère qu'on est aussi sacrément nul sur le socle matériel, puisqu'on a très peu de mines et on a très peu d'appareils de production. Donc il faut se dire, nous, dans cette situation dans laquelle je rajoute des éléments externes qui sont aussi pas très joyeux. Non, tu peux rester ça sur la... Voilà. Faut aussi se dire que donc on est dans une situation géostratégique dans laquelle l'intensité des événements climatiques extrêmes va augmenter, avec des possibles effets sur la chaîne d'approvisionnement et sur les appareils de production. Donc, il y a un niveau de certitude qui commence à être
un peu plus élevé sur le fait de se dire qu'on aura des pénuries conjoncturelles sur certains minerais ou certains métaux dans le siècle à venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout. Ça veut dire que s'il y a une pénurie, si on n'est pas une puissance dans laquelle on étend notre souveraineté, ben juste qu'on est, on est moins bien servi, voire les derniers servis. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est pas dire qu'il n'y en aura plus. Et donc il faut aussi comprendre que des acteurs monopolistiques, ils ont aussi une empreinte locale très forte au niveau environnemental, mais ils ont aussi, bien au-delà de ça, une empreinte sur nos politiques. Une fois qu'on est pris dans un monopole, on est aussi pris dans la politique tarifaire et le changement de politique possible de ces acteurs. Et finalement, il y a l'impact des politiques de transition écologique qui vont aussi modifier beaucoup de données, enfin beaucoup de facteurs sur la façon dont on pense la transformation des activités humaines. Donc c'est tout ça qu'il faut rentrer en jeu lorsqu'on veut penser des enjeux environnementaux du numérique, parce qu'on ne pense pas d'enjeux environnementaux sur n'importe quel secteur sans faire de la géopolitique. C'est bien ça qui est mon avis qu'il faut comprendre, et je vais vous donner un peu de hauteur par rapport à ça. Tu peux passer ? Donc pour entrer dans le vif du sujet, donc si vous n'êtes pas forcément familier avec l'analyse de cycle de vie, c'est ça. En gros, on va regarder en général 5 étapes d'un cycle. Extraction des ressources. Je l'ai laissé en anglais, désolé. Extraction des ressources, fabrication, production, distribution, phase d'usage, fin de vie. Généralement, on regarde plein de facteurs. Nous, dans le numérique, on n'arrive pas du tout à faire ça sur les services. Donc, on prend 4 facteurs principaux qui sont l'énergie primaire, donc pas l'électricité, hein, l'énergie primaire. Mais vu que vous êtes ingé, vous devez voir la différence. Les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de ressources minérales, enfin on dit abiotiques pour des ressources non biologiques, et de la consommation d'eau. Lorsqu'on prend toutes ces consommations à chaque étape du cycle de vie, on commence à avoir une idée de l'empreinte. Bon, sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop faire la fin de vie. C'est très compliqué de comprendre l'impact environnemental de la fin de vie du numérique parce qu'en fait, c'est très peu documenté. Il y a encore 80% des déchets d'équipements électriques et électroniques ne sont pas documentés. Ils sont dans des filières de recyclage informelles, comme on dit. C'est-à-dire des décharges ou autre part. Je peux passer ? Et alors, donc, du coup, vous allez voir, très souvent, dans le numérique, on va vous parler d'électricité, de carbone, d'efficacité énergétique. Si on vous parle que d'électricité et de carbone, c'est qu'on vous parle que ce que j'ai mis en gras ici, c'est-à-dire de très peu de choses. Donc, il faut faire très, très attention, parce que dès qu'on aborde le sujet, dès qu'un industriel aborde le sujet, il va tout le temps vous parler de superbe efficacité énergétique. Donc, efficacité énergétique, c'est-à-dire phase d'usage. On ne parle pas du tout de production. Bon, ça parle juste d'électricité, et donc des émissions de carbone liées à cette électricité. Ce qui, pour moi, est beaucoup trop réducteur. Et donc, on ne voit pas les transferts d'impact. Parce qu'on peut avoir une meilleure efficacité énergétique au prix d'une plus grosse empreinte matérielle pour fabriquer l'équipement en question. Ou parce que, typiquement, mon data center, il consomme moins d'électricité parce que son refroidissement passe par un nouveau circuit d'eau froide. Mais vu que je ne regarde pas l'eau, je ne sais pas que la consommation d'eau a augmenté. Donc, c'est plein de questions comme ça. Donc, faites toujours très attention sur les périmètres dans lesquels on vous donne des informations sur l'empreinte environnementale. Alors, pour le dire très rapidement au niveau global, je vous donne la fourchette la plus large et la plus mise à jour aujourd'hui dans la littérature scientifique. On estime que que les émissions du secteur numérique seraient entre 2,1 et 3,9% des émissions mondiales en 2020. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la façon dont on calcule ça, donc sur les résultats. Donc, on a une marge assez élevée, enfin, on a une marge de résultats assez élevée, et bien sûr, qui pose aussi question sur la façon dont on obtient des données. Il faut comprendre le secteur numérique, c'est une boîte noire dans laquelle avoir des données de fonctionnement, des données environnementales, c'est un combat régulier. Donc c'est pour ça qu'on a un niveau d'incertitude plus élevé. Au niveau de la consommation de data center, ça aussi on en parle souvent, donc on ne parle que d'électricité. La fourchette la plus large et qui fait consensus aujourd'hui, c'est entre 200 TWh à 400 TWh au niveau mondial. Mais vous allez voir, ça ne dit pas grand-chose et j'ai expliqué pourquoi j'aime pas faire moi du global. Et finalement, quand on monte tout ça, on ne parle toujours pas d'empreinte matérielle, on ne parle pas de pollution, d'écotoxicité, de fin de vie, etc. etc. Ouais, tu peux passer. Donc pourquoi j'aime pas le global ? Parce qu'en fait, ça ne dit pas quoi faire et ça ne dit pas qu'est-ce qui se passe. Si je vous dis que le data center consomme 1% d'électricité dans le monde, ou 2%, a priori, on se dit que c'est pas mal. C'est quand même pas trop grave parce que vu les services rendus, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, si je commence à vous dire au niveau Europe, 80% des data centers, la consommation électrique qui est liée, se situe en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest. Ok, on commence à préciser.
Et là, je vous dis, juste pour l'Irlande, les data centers consomment 11% de l'électricité nationale. Là, on commence à se dire qu'il y a probablement un problème. En tout cas, il faut réguler ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des politiques à mettre en place. Là, on commence à avoir du pouvoir d'agir sur un événement, sur un cadre territorial bien défini. Bon, sachant que d'après les projections du fournisseur d'électricité irlandais dans Airgrid, ils disent qu'au rythme actuel, les data centers consommeraient 27% de leur électricité d'ici 2030. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quasiment un tiers de l'électricité irlandaise qui sera en data center. Et ce qui veut dire aussi ces data centers qui vont absorber toutes les nouvelles énergies renouvelables qui vont arriver sur le réseau. Et donc, potentiellement, surtout avec un jeu à somme nulle, dans lequel les entreprises du numérique vont très bien se verdir, parce qu'elles vont absorber toutes les énergies renouvelables disponibles sur place, et elles ont les capacités financières pour le faire, mais les autres industries, les autres secteurs n'y auront pas accès. Donc quelque chose qui, dans un bilan RSE d'une boîte, va être très joli, au niveau local, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Et ça ne veut pas dire qu'au niveau global, ça s'améliore. Donc c'est aussi une autre... C'est pour ça que la perspective territoriale est très importante. Vas-y, j'ai beaucoup trop parlé. Bon, je vais essayer de finir vite. J'ai aussi beaucoup étudié la façon dont on calcule les impacts positifs du numérique. Parce qu'en fait, bon, je suis assez pragmatique là-dessus. Qu'on le veuille ou non, le numérique, c'est là. On a investi de l'énergie, des ressources, on a pollué les écosystèmes, on a de l'emploi autour de ça. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on le veuille ou non, il faut qu'on sache ce qu'on en fait. Et comment on le réoriente pour que ça serve qu'on soit sûr que ça serve à la transition écologique. Pour faire ça, il faut savoir où est-ce que ça marche. Et donc, on ne peut pas rester sur un discours global qui dirait par défaut le numérique c'est bien pour la planète. Il faut argumenter. Donc, j'ai pris les deux principaux rapports qui aujourd'hui argumentent sur les impacts positifs du numérique. Donc, il y en a deux. Il y en a un qui vient de chez SMA, qui est l'organisation professionnelle des opérateurs télécoms dans le monde, qui dirait qu'un gramme, enfin un ratio de 1 pour 10, mais 1 gramme ou une tonne d'équivalent CO2 émis par le numérique, ce serait 10 tonnes évitées dans d'autres secteurs. Et l'autre affirmation de GESI, qui est Global E-Sustainability Initiative, qui est aussi un organisme professionnel qui dit que la numérisation permettrait de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'ici 2030. J'ai pris l'ensemble de toutes leurs hypothèses, toutes leurs données, tous leurs scénarios, et j'ai tout revérifié. Donc tu peux passer la slide. Donc j'ai pris le même découpage qu'eux. Donc là, vous voyez donc de ce côté, j'ai pris leurs données par secteur et dans les 14 pays de leur inventaire et au niveau monde, et je les ai comparées aux émissions enregistrées, et non pas à des émissions possiblement évitées. Dans les mêmes pays, dans tous les secteurs, en Europe, au niveau mondial, ça ne fonctionne pas du tout. Donc au niveau macro, on n'a absolument aucune idée de si le numérique va dans le sens de la transition écologique ou pas. Donc je vous conseille d'être largement agnostique sur la question du numérique et de ne pas vous dire que par défaut, le numérique, c'est mieux pour la transition. En fait, on ne sait pas au niveau macro. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai prévu un truc. Donc en gros, mot de la fin, transparence. C'est un secteur qui est une boîte noire du début à la fin. Donc il faut se battre pour la transparence des données. Donc ça, c'est très compliqué. Alors, après, vu que je suis un petit peu rigolo, si vous faites de l'IT, ça ne veut pas dire que vous êtes, par défaut, vous êtes armé pour travailler sur ce qu'on appellerait les sciences environnementales du numérique. Ce n'est pas les mêmes méthodes, ce n'est pas les mêmes connaissances qui sont mobilisées, et ça prend du temps de se former. Et donc, faut pas vous dire, parce que moi, je m'y connais en informatique, je m'y connais forcément en sciences environnementales de l'informatique. C'est connexe, mais ce n'est pas forcément la même chose. Et la conclusion, c'est que, de mon point de vue plutôt agnostique, je considère en aucun cas que la numérisation, c'est une garantie, une garantie sur la question environnementale. Voilà, donc c'était très joyeux. C'est bon ? Des réactions de nos autres intervenants par rapport au discours de Gauthier ? Moi, je connais un peu Gauthier, donc je peux juste vous dire que c'est... je l'aborderai un petit peu tout à l'heure dans ma présentation. On est sur un sujet nouveau, numérique et environnement. Dans l'inconscient collectif, comme il le dit, on associe ça plutôt à une solution d'un point de vue environnemental. Et en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien, comme ils viennent de dire. Et j'aimerais vous conseiller, en fait, il y a un site
qui est d'ailleurs son nom, hein, Gauthier Roussel. Et il y a pas mal d'études fournies et documentées. Et voilà, c'est une mine d'informations et je vous invite à le regarder. Donc ça, c'est ma première réaction. Et la deuxième réaction, c'est peut-être en ordre de grandeur aussi, parce que là, on se focalise sur le numérique. Donc aujourd'hui, je pense dans cette salle, et on va dire le niveau moyen d'émissions en CO2 équivalent pour un Français, on doit être à 12 tonnes à peu près, 11 ou 12 tonnes, quoi. En termes, pas d'émissions, d'empreintes, pardon. Et donc la cible, c'est 2 tonnes pour être neutre en carbone. Hein. Donc aujourd'hui, il y a une corrélation entre ce qu'on crée, l'innovation, la croissance et cette empreinte. Et donc il n'y a pas de raison que le numérique, qui est aujourd'hui une industrie, hein, c'est une industrie, elle n'est pas plus vertueuse que les autres. Donc à un moment donné, la sobriété numérique, ça passe aussi par ce ratio. C'est-à-dire qu'on doit passer de 12 à 2. Et aujourd'hui, s'il y a un secteur qui est vraiment associé à une espèce de croissance un peu béate d'innovation jugée positive, c'est bien le numérique. Et je pense que ça se questionne, quoi. Juste pour reprendre un des livres qu'a écrit Gauthier, j'ai tiré cette phrase assez intéressante. Le cloud est une métaphore typique des 10 dernières années. Elle pousse à la fois à l'imaginaire de la dématérialisation et de la détérioralisation. Et je veux croire à tort que mes données vont dans les nuages et pas vers des serveurs contrôlés par un tierce acteur. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce que c'est vrai que j'avais jamais réalisé que le message marketing offert par le cloud, effectivement, est assez loin de la réalité, même si je travaille au quotidien dans l'informatique. Donc, je ne sais pas si ça évoque une réaction chez vous, Tony, ou même Gauthier, qui avait écrit cette phrase. En fait, là-dessus, les sciences humaines et sociales, elles sont intéressantes parce qu'en fait, en sociologie, on appelle ça les thèses antigéographiques. En fait, il y a toute une généalogie d'idées présentes dans la littérature depuis les années 80, même avant, enfin Castel, après au MIT il y a eu Negroponte, etc., pour avoir cette idée qu'il y aura un découplage entre matière et information. Et c'est vrai que l'information ne réagit pas du tout de la même façon que la matière, mais il faut de la matière dans tous les cas. Et du coup, on s'est dit qu'en fait, on allait tellement découpler la façon dont on allait gérer l'information que la façon dont on gère la matière, qu'on arriverait dans un monde immatériel dans lequel donc il y a ce fameux village global qui est un concept emprunté à McLuhan qui dirait l'abolition des distances par la vitesse de télécommunication nous amènerait tous à une culture globale ou en tout cas une nouvelle sorte de culture numérisée, ce qui est vrai en partie en fait, hein. Mais on voit aussi que 40 ans plus tard, en fait, on n'est pas non plus dans un village global. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on dit qu'on est dans un village global, en fait, on est nulle part. On a aboli géographie, histoire, culture dans un même mouvement, en imaginant qu'il n'y a plus qu'un seul endroit. Et en fait, pour n'importe qui travaille dans l'infrastructure numérique, il n'y a rien de plus matériel et territorial que le numérique. On ne pose pas des pylônes n'importe où, on ne pose pas des data centers n'importe où. Et justement, c'est bien ça qu'il faut revenir. Il faut revenir sur 30 ans de discours qui parlent uniquement de dématérialisation et donc d'antigéographie ou de déterritorialisation. Voilà. Je vous propose de passer désormais à la présentation d'Éric, qui va vous parler aussi un petit peu plus en détail sur cette thématique. Bonjour à tous, ravi d'être là également. Je vais peut-être le remonter un petit peu. Voilà. Donc moi, je vais avoir une approche, on va dire, un peu complémentaire à ce qui a été dit jusqu'ici. Vous allez voir que j'ai eu aussi une réaction éthique. Je me nourris des recherches de Gauthier et j'ai un projet qui est un peu plus pragmatique, orienté en entreprise. Donc pour débuter, je vais vous décrire un petit peu mon parcours en bref, mais très rapidement.
on peut l'imaginer en 3 phases. De formation ingénieur, je travaillais chez Dassault Systèmes. J'ai été amené à être détaché chez Boeing autour du 777, le premier avion 100% numérique, puis Microsoft, une start-up, etc., etc. Donc j'ai eu un parcours assez classique d'ingénieur, puis j'ai eu l'opportunité d'être entrepreneur, ça a duré aussi une dizaine d'années. Donc jusque-là, on va dire, voilà, rien d'extraordinaire, entre guillemets. Et puis, la boîte que j'avais reprise, en fait, on l'a cédée à un plus grand groupe. Et puis, s'en est suivi 2 années obligatoires, on va dire, de passage de témoin. Et puis ensuite, j'ai quitté l'entreprise et j'ai eu l'occasion de me poser. Et donc de réfléchir à des sujets, de lire un peu plus. Et c'est là qu'a commencé, on va dire, la 3e phase. Et ce que je vous propose, c'est de me focaliser un petit peu sur cette phase et de vous décrire un petit peu le cheminement. Donc, ce cheminement, il a commencé par une grosse claque, puisque j'ai eu le temps. J'ai réfléchi à des sujets, j'ai lu beaucoup. J'ai regardé des interventions, suivi des vidéos, etc. Et c'est là que, quelque part, sans avoir en tête nécessairement un schéma ou une réflexion éthique, je me suis dit que forcément ma vie professionnelle ne pouvait pas continuer de la même manière. Et qu'il fallait que je mette en accord ce que je découvrais, qui était une forme d'absurdité, en fait, le fait que le monde tel qu'il se déroulait n'était pas viable et soutenable. Donc je devais, à un moment donné, être cohérent. Et donc à ce moment-là, un peu comme Gauthier d'ailleurs, je me suis dit, je viens du monde du numérique. Donc quelque part, c'était l'asset que j'avais, c'était la culture que j'avais. J'avais produit quelque part un certain nombre d'externalités en étant entrepreneur, en créant des services numériques, sans avoir réfléchi du tout à l'impact environnemental que fournissaient ces services, sans avoir réfléchi à est-ce qu'il y avait un côté plus positif que négatif d'un point de vue environnemental. Ce n'était pas du tout dans mon cadre de pensée. Et donc, je me suis dit, après avoir lu quelques rapports lanceurs d'alerte, Shift, Green IT, etc., vu que je venais du monde du logiciel, essayons de créer des outils qui vont aider les entreprises, etc., à mesurer cet impact environnemental. Voilà, donc ça, c'était l'idée initiale. J'ai été amené à échanger avec d'autres professionnels du numérique qui avaient un petit peu la même perspective, et on a créé Boavista. Et ce qui fait un petit peu écho à ce que disait Tony, c'est que quand on a créé Boavista, en fait, on est sorti aussi des cadres classiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé une société, on a créé un groupe de travail. On est tous plus ou moins indépendants, les fondateurs. On a maintenant une centaine de professionnels, de grands groupes, d'acteurs du digital qui nous ont rejoints. Et l'idée, c'est de créer des communs, parce que, on va le voir, il manque cruellement de données. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on change de paradigme de pensée, et quand on met les valeurs au centre en fait, d'une démarche, on a créé une charte dans ce groupe de travail, dans Boavista, qui n'est même pas une association, c'est une association de fait. Et toutes les personnes qui participent, y compris des grands groupes, qui participent à ce groupe de travail, doivent signer cette charte qui correspond à des valeurs. Voilà. Et finalement, au travers des missions qu'on fait par ailleurs, pareil, on n'a pas de société en tant que telle. Il y en a un qui prend le contrat, les autres travaillent également, on partage. Donc, je pense que ça véhicule aussi énormément de choses qui sortent du cadre classique, en tous les cas. Voilà. Et l'idée maintenant, c'est de... Donc ça fait 2 grosses années en fait qu'on travaille là-dessus. On est parti en étant relativement béotien. Et finalement, plutôt que de vous raconter en fait, les détails de cette démarche, c'était quel enseignement en fait j'ai tiré
2 ans après le début de cette aventure. Donc le premier, Gauthier en a parlé, c'est un niveau de maturité, mais qui est extrêmement bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'impact environnemental du numérique est quasi inconnue. Il y a, même d'un point de vue académique, relativement peu de publications. Dans les entreprises et dans les acteurs du numérique, une méconnaissance totale de ce que ça représente. Donc voilà, ça c'est à avoir en tête. Aujourd'hui, une de mes activités, ça passe justement par la sensibilisation. Ça passe par une participation à des formations à l'analyse de cycle de vie dont parlait Gauthier, qui devrait être quasi obligatoire dans tout cycle d'ingénieur, et pas que d'ingénieur d'ailleurs. Donc c'est comprendre un minimum une forme de comptabilité environnementale. C'est normé, ça existe, voilà, sauf que personne ne l'applique. Dans toute boîte, il y a un expert comptable, mais il n'y a personne qui sait mesurer l'empreinte environnementale. Donc ça, sans être forcément un expert, c'est des concepts qu'il est super important d'avoir en tête, et encore une fois, qui devraient être présents dans l'ensemble des formations. Donc après, le deuxième enseignement que j'ai envie de partager, on nous parle beaucoup de CO2, à juste titre. Gaz à effet de serre, c'est quelque chose de fondamental. C'est l'externalité la plus connue, la plus partagée. Dans le monde du numérique, elle est importante. Elle est en croissance. Mais la particularité du monde du numérique, ce n'est pas forcément sur cet indicateur environnemental. C'est sur ce qu'on appelle justement les ressources abiotiques, minérales, et donc pas fossiles. Et là, vous voyez sur cet exemple, en fait, l'ensemble en fait, des minéraux ou éléments de la table de Mendeleïev qui sont utilisés dans un smartphone. Il y a encore 10 ans, je pense qu'on était entre 5 et 10. Aujourd'hui, on est entre 60 et 70. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte ou de chercheurs qui montrent en fait, qu'on va vers des pénuries, on va vers des problèmes géopolitiques sur ces minéraux. Et l'industrie qui stresse, entre guillemets, ces ressources-là, c'est le numérique. Donc il va y avoir des choix à faire à terme sur l'usage du cuivre, sur l'usage de certains éléments. Et aujourd'hui, le numérique se gave de tous ces éléments sans que ce soit réellement mesuré. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est finalement du point de vue des entreprises. Je viens du monde de l'entreprise, j'ai été entrepreneur, et donc j'ai décidé d'avoir cet angle, on va dire, d'action. Donc à la fois dans la création de ces commandes, ce groupe de travail, et j'ai des missions chez les entreprises. Aujourd'hui, les quelques missions que j'ai pu effectuer rejoignent certains rapports dans des entreprises qui ne se focalisent pas sur le numérique. D'accord ? Ce n'est pas leur business model, ce n'est pas des acteurs du numérique. On arrive à une empreinte par collaborateur qui est entre 300, 400, 450 parfois kilogrammes de CO2 par an. J'ai parlé tout à l'heure d'une cible pour être neutre en carbone. Ce serait qu'on ait une empreinte de 2 tonnes par habitant de la planète. Donc aujourd'hui, en fait, pour des entreprises qui ne se focalisent pas sur le numérique, un collaborateur, il est à 20-25% de cette cible, alors qu'il n'a pas commencé à se chauffer, à utiliser sa voiture, etc. Donc c'est une gabegie. Aujourd'hui, le numérique, il y a des layers et des layers et des layers de logiciels, certains dont rien n'est questionné sur la valeur ajoutée et l'intérêt le ROI, on va dire, de ces logiciels par rapport à leurs impacts. Donc ça, c'est du point de vue de l'entreprise au sens utilisatrice. Après, et je vais peut-être conclure là-dessus, il y a un autre enjeu sur les acteurs du numérique, ceux qui produisent des services. Pour eux, c'est encore plus important justement de se former sur les ACV et sur la compréhension en fait
de comment on peut juger si, d'un point de vue environnemental, le service numérique va me permettre de sauver potentiellement, d'accord, du smart quelque chose, comme on dit. Mais inversement, quel est le coût environnemental de créer ce service? Donc ça, c'est assez fondamental. Et il y a quelque chose que je trouve, flagrant quand on analyse la phase de l'Anthropocène, c'est le fameux effet rebond. C'est-à-dire que l'ingénieur, typiquement, on lui a appris à enlever des limites, des contraintes. On va mieux faire quelque chose. Et ce qu'on peut constater, en fait, si on se retourne sur finalement énormément d'innovations qui ont eu lieu, c'est qu'en enlevant ces contraintes, sur le coup, c'est plutôt un succès, mais on va entraîner des nouveaux usages. On va permettre des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. Et donc, il est fondamental de réfléchir à ça. C'est-à-dire, quand on crée un service, d'accord, quelle est déjà son empreinte, ok, ça, c'est ce qu'on appelle l'ACV attributionnel, mais aussi penser à ce qu'on appelle l'ACV conséquentiel, c'est-à-dire ce fameux effet rebond, qu'est-ce que ça va pouvoir permettre et quels nouveaux usages, et du coup comptabiliser ou imaginer ces nouveaux usages et leur impact environnemental. Et ça, quand on est un acteur des services numériques, c'est super important. Et pour faire un lien avec la question qui a été posée tout à l'heure sur la 5G, encore une fois, à ISO-fonctionnalité, bien sûr, bien sûr, ça peut être questionné d'ailleurs, mais certains arguments montrent que c'est plus efficace pour 1 mégaoctet par rapport à la 4G. Sauf que derrière, ça ouvre bien sûr des nouveaux usages, ça ouvre de l'obsolescence de certains appareils qui doivent être produits, etc. etc. Et aujourd'hui, que les décideurs en France, n'aient pas la réflexion ou l'éthique de réfléchir et de questionner un progrès ou de l'innovation, c'est, à mon sens, quasi suicidaire et surtout irresponsable. Donc avoir en tête l'effet rebond, les conséquences de ce qu'on fait, en plus de la réflexion sur le budget environnemental, encore une fois, je fais un service, il va peut-être sauver d'un côté, mais il va coûter de l'autre, et à moi d'être capable de mesurer ce solde, entre guillemets. Voilà. Si vous avez des questions sur un de ces sujets, je serais ravi d'y répondre. Ce que je vous propose pour terminer cette conférence, ce serait de poser vos questions directement à nos intervenants. Donc si vous avez des questions, soit par rapport aux sujets qui ont été discutés, soit par rapport à un sujet que vous aimeriez évoquer, n'hésitez pas. Ah, une question. Alors, sur les façons d'extraire, je sais pas, en gros, si on en reste au téléphone, on va aussi vers une miniaturisation extrême qui rend extrêmement difficile justement le recyclage et la récupération de tous ces éléments. Ça, c'est le premier point. Et après, il faut aussi avouer qu'on a énormément de mal à quantifier l'impact environnemental justement de la fin de vie. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit recyclage, où on le met quelque part, mais dans la pratique, en fait, il y a très 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 peu de choses qui sont recyclées. D'accord ? En tous les cas, dans les déchets électroniques classiques type téléphone.
Donc donc aujourd'hui, on va dire, on est très très loin d'une circularité sur ces sujets-là. Déjà, c'est pas évident dans d'autres industries infiniment plus matures et moins miniaturisées. Mais dans le numérique, c'est vraiment à la marge. Même si on a du mal à le quantifier, mais dans les faits, on connaît en grosse masse ce qui est recyclé ou pas recyclé. Mais peut-être que dans les grandes masses, en termes d'éléments minéraux, je pense que Gauthier a certainement des éléments. Alors donc du coup, en fait, quand on parle de déchets, enfin, quand on parle de la fin de vie, on va parfois parler des déchets s'ils ne sont pas valorisés ou avant qu'ils soient traités. On appelle ça donc des D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques. D'après l'ONU, on était à peu près à 54 mégatonnes en 2020, c'est-à-dire 5000 fois le volume de la Tour Eiffel, enfin le tonnage de la Tour Eiffel, quelque chose comme ça. Ça augmente, généralement cette filière augmente assez rapidement, enfin 2-3% par an, je crois. Le problème qu'on va avoir, c'est que alors, les métaux, on ne traite pas les métaux ensemble. En fait, chaque métal a une filière très différente, des traitements très différents, une récupération très différente. S'il faut récupérer de l'or et du platine, là, pas de souci, il y a des filières, parce que ça coûte très cher à extraire de l'or et du platine. Et le platine, c'est encore moins, mais typiquement, en Belgique, il y a l'usine de recyclage spécialisée sur les D3E du Micor, c'est à Hoboken, je crois, en Belgique. Ils extraient énormément d'or, énormément de platine depuis des déchets d'électronique, donc type portable, enfin ordinateur portable et téléphone. Et en termes de tonnage extrait sur l'or, je crois qu'il serait quasiment la 3e mine d'or du monde. Parce que c'est beaucoup plus facile d'extraire de l'or dans des D3E que dans un filon naturel. Donc sur des métaux comme ça, on saura le récupérer. Le problème, c'est que la croissance de ces matériaux augmente. Donc on peut récupérer qu'une seule partie, mais la demande augmente, donc il faut continuer à extraire. Sur des matériaux, alors sur les grandes familles, grands métaux, petits métaux, métaux rares. Sur des petits métaux, des métaux rares, là c'est plus compliqué parce qu'ils sont en très petite quantité. Le secteur numérique n'a pas une demande en matière qui est très grande. Enfin, c'est une demande en matière qui est très diversifiée, mais qui n'est pas non plus dans une volumétrie énorme par rapport à d'autres secteurs, notamment les transports d'électricité, enfin tout réseau d'électricité sur le cuivre, ça reste quand même un secteur beaucoup plus demandeur. Le problème, c'est que nous, quand on utilise du cuivre dans le numérique, quand on utilise des métaux dans le numérique, on en perd quand même une bonne partie. Parce que c'est en très petite quantité et ça part directement en non-traitement parce qu'il n'y a pas de filière pour traiter les métaux rares et les petits métaux dans le D3E. Donc nous, je crois que c'est moins d'1% de toute collecte sur les petits métaux. Donc le problème, du coup, si on revient sur la conception, c'est qu'on a un enjeu d'augmenter la puissance et la performance des équipements. Pour augmenter la puissance et la performance, il faut des métaux et des alliages de meilleure qualité, avec une meilleure connectivité, une meilleure conduite, etc., plus stable. Donc, on va chercher dans certains métaux rares qui sont pas rares du tout, mais bon, pour avoir des meilleures performances, etc. On veut aussi avoir quelque chose qui est plus petit. Donc, on va aussi chercher d'autres types de métaux. On va encore réduire la taille et du coup, on récupère encore moins. Il faut savoir qu'en fait, plus on rajoute de métaux, plus on miniaturise et plus on complexifie, plus on opacifie l'empreinte environnementale. Parce qu'en fait, typiquement, en gros, une chaîne d'approvisionnement, c'est quoi? C'est une mine, des traders. Alors, je le fais de façon très simplifiée. Mine, trader, fondeur, trader, usine de composants, assembleur et livraison. Tout ce qui est en dessous du fondeur, c'est quasiment impossible à savoir d'où ça vient. C'est très 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 dur la traçabilité dans les métaux. Parce qu'en fait, imaginons que j'ai 1 tonne de minerai d'or Fairtrade qui va dans la cuve du fondeur avec le reste de l'or. Mon or, je sais pas où il est, quoi. Et après, vu c'est des milliers de sous-traitants, si on a 60 métaux dans un téléphone, c'est des centaines et des centaines de sous-traitants, de traders, de mines, etc. Donc pour aller récupérer tout ça en information, c'est très compliqué. Et vu que c'est une injonction au moins 10 ans, celui qui coûtera le moins cher, donc qui aura les moins de normes environnementales, etc., on a forcément toujours beaucoup de mal à récupérer d'informations, que ce soit autant l'extraction que sur la fin de vie sur les petits métaux. Voilà, j'étais très long, désolé. Une question du monsieur là-bas.
pour le coup, là, je vais prendre cette question. C'est l'objectif du groupe de travail qu'on a mis en place. Il a, comment dire, un double objectif, en fait. De favoriser un échange entre pairs, c'est-à-dire des gens qui sont confrontés à comment mesurer l'empreinte environnementale d'un service numérique dans mon entreprise ou du système d'information de manière générale. Et le deuxième objectif, c'est de créer des méthodos, des outils et des données qui vont permettre de le faire. Et donc déjà, là, dans ce que vous dites, c'est que, comme l'a montré Gauthier tout à l'heure, il faut prendre en compte l'ensemble du cycle de vie. Donc un système d'information, déjà, c'est un agrégat de terminaux, de téléphones, de switch, de serveurs, de data centers, etc. Donc ils ont été fabriqués. Donc ça rentre dans la mesure de l'empreinte environnementale. C'est pas que la partie usage. Donc dans la législation, on parle de scope 1, scope 2, scope 3. Donc scope 2, c'est la partie usage, consommation électrique. Et scope 3, c'est tout le reste. Donc ça inclut la fabrication, encore une fois, de toute cette infra. Mais ça inclut aussi les services qu'on a externalisés. D'accord ? Donc là, on n'a pas de consommation électrique directe quand on utilise Salesforce, à part celle de l'ordinateur qui permet de visualiser. Et pareil sur les hyperscalers, etc. Et donc là aussi, il faut arriver à comptabiliser toute cette partie-là, c'est-à-dire à la fois leur run, entre guillemets, mais aussi la quote-part de leur infrastructure. Et donc, on est parti de quelque chose où c'était morne pleine, quoi. Et petit à petit, collectivement, on arrive à réconcilier des données, à challenger les données qui viennent des constructeurs. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on commence franchement à avoir et c'est des missions qu'on est amené à faire individuellement, donc il y a des acteurs qui font ça. Hein. Mais en tous les cas, dans notre objectif de créer des communs, voilà, on commence à avoir des données qui permettent d'aller bien au-delà de ce que vous venez de décrire, quoi. Si je peux rajouter quelque chose à ça, en fait, c'est que rallonger la durée de vie des équipements, c'est quand même un des facteurs clés. Hein. Enfin, sur tout le parc informatique, enfin, téléphone des collaborateurs, durée de vie des serveurs dans le parc. Mais du coup, là-dessus, il y a un enjeu, enfin, il y a une difficulté, c'est les garanties. C'est quoi les garanties constructeurs sur le matériel ? Parce que parfois, les DSI renouvellent en même temps que se finit la garantie, donc genre sur du 3 ans, en fonction des entreprises et des secteurs dans lesquels on travaille. Mais en effet, et pareil, dans une perspective stratégique où on est en Europe, on n'a pas beaucoup de souveraineté sur nos chaînes d'approvisionnement, on le voit bien aujourd'hui sur plein de secteurs à cause de la crise des semi-conducteurs, etc. Il va falloir qu'on apprenne à faire durer nos équipements dans tous les cas. Hein. Enfin, donc, on peut s'y mettre maintenant, tant mieux. Hein. Ça, pour une fois, on sera un petit peu prospectif sur le sujet. Hein. Autant y aller. Hein. Oui. Merci pour la question. En effet, c'est très très difficile parce que c'est souvent d'abord une prise de conscience personnelle. Alors néanmoins, comme on en est arrivé aux cultures RSE ou le HS par exemple, ça a été souvent par l'imposition de normes qu'ont forcé les entreprises, et les normes sont exigées par les clients. Donc ça part souvent du donneur d'ordre qui va imposer à ses fournisseurs de respecter certaines normes, qui force ensuite les fournisseurs à appliquer ces normes, à se poser les questions, et ça décline et on descend la chaîne comme ça.
Donc ça part souvent, malheureusement, quand même d'une contrainte qui est la norme, la demande du client, mais cette contrainte peut être bénéfique. Donc c'est vraiment une bonne chose de favoriser ça. Après, j'ai le cas dans mon entreprise. On s'est lancé par exemple dans la norme ISO 50001, donc c'est sur l'économie de l'énergie. Le PDG de l'entreprise n'y voyait pas forcément un intérêt parce qu'il n'y avait pas une demande des clients. Donc il a fallu essayer de convaincre avec différents arguments tels que les économies d'énergie, hein, qui sont du financier. Dans l'entreprise, c'est quand même ce qui parle beaucoup, et comme ça, on arrive à suggérer l'idée, à y aller, à dire vous inquiétez pas, on va travailler dessus, on va faire des économies, on va progresser, et au final, tout le monde s'y retrouve, donc c'est très bien. Sur l'éthique, c'est vrai que c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Donc là, vraiment, moi, je pousserais pour que les entreprises et les donneurs d'ordre soient les premiers à imposer ça auprès de leurs fournisseurs. Ça peut être une façon de différencier ses fournisseurs et donc d'aller forcer les entreprises à le faire. Mais ça peut aussi venir du bas. Comme je le disais tout à l'heure, en tant qu'ingénieur, on est force de proposition, on a une voix qui compte. Alors, il faut le faire assez subtilement quand même, hein. C'est pas en arrivant avec ses gros sabots, mais en ayant un peu d'arguments, en ayant une voix qui compte, on peut influencer pour proposer ces pratiques-là et commencer à essaimer. Et après, tout le monde peut être gagnant. Voilà. Je fais un tout petit erratum, en réfléchissant bien, c'était dans la norme IATF 16949, celle de l'automobile, hein, qu'il y a la notion de lanceur d'alerte, pas dans l'ISO 9001, pardon. On prend les dernières questions. Mathéus ? Alors, je suis ravi de cette question parce que c'est la question qui fait un peu tout le sens de ma démarche. Moi, c'est d'essayer de proposer des choses, de proposer déjà une réflexion pour nous tous, mais d'autant plus pour les étudiants ingénieurs. Alors, bon, une des réponses, c'est déjà de choisir peut-être les meilleures filières, les filières qui vous paraîtront les plus vertueuses, les plus saines. Mais aussi, je pense qu'on peut, en tant qu'ingénieur, aller travailler, aller innover sur des meilleures conditions de vie. C'est-à-dire trouver, toujours dans l'éthique, essayer d'avoir des conditions qui permettent d'être heureux, trouver des conditions de vie, des façons à inventer pour pouvoir être heureux et du coup faire un peu école. C'est-à-dire, on est dans un monde global, effectivement. Les communications vont excessivement vite. Si on veut que tout le monde prenne cette nouvelle voie qui nous permettra de moins consommer et de préserver en partie la planète, il faut absolument qu'on ait un mode de vie qui puisse être heureux pour faire école, pour que, en gros, tout le monde veuille suivre ce mode de vie qui soit en même temps vertueux. Et c'est là que c'est très difficile. Il faut vraiment, je pense, innover. On n'a pas aujourd'hui énormément d'exemples de façons de vivre qui soient en même temps vertueuses, heureuses et qui donnent envie à tout le monde. Donc je pense que c'est vraiment autour de ça qu'on a besoin d'inventer des choses. Et je pense qu'en étudiant ingénieur, il y a vraiment des concepts, des solutions à trouver. Ouais, j'avais envie de rajouter quelque chose. C'est, je pense, vous pouvez bien vous préparer en ayant aussi une exigence, d'accord. Et ça rejoint un petit peu les valeurs qui vous semblent importantes. On voit quand même qu'il y a de plus en plus de cas de figure où les entreprises ont du mal à embaucher
quand elles ne sont pas alignées avec quand même une tendance qui est cette prise en compte des nouveaux enjeux. Par contre, il y a dans les exigences, vous avez un devoir de comprendre en fait les ordres de grandeur. Il ne s'agit pas de verdir un petit peu, il s'agit de combattre le greenwashing qui commence à être super présent. Et donc je pense que donc il y a peut-être des alumni, mais en tout cas pour les plus jeunes, je pense que vous êtes dans une période où vous avez plus le temps. Après, quand vous êtes dans la seringue, c'est plus difficile. Et plus le temps pour justement comprendre vraiment l'équation. Donc arriver à déconstruire aussi des choses où on a tous été picousés. Donc comprendre les enjeux, ça c'est votre devoir. Et ensuite, appliquer une exigence, parce que collectivement, je pense que l'entreprise peut potentiellement être amenée, et la société, et le monde politique. Je veux dire, moi, il y a un truc qui m'a bluffé, là je digresse, c'est la Convention citoyenne. Donc ce que je veux dire, c'est que le pouvoir du collectif, dans la compréhension, ça ne s'est pas transformé, mais dans la compréhension, on a la capacité à comprendre et ensuite à exiger. Alors, moi, la chose que je vois, alors, si je réfléchis depuis la perspective d'un public d'ingénieur, et pour aussi aller à la fois, prendre l'exemple de Tony, tu nous disais tout à l'heure, toi, tu as repris tes études en philosophie, et c'est l'importance des sciences humaines et sociales. Je sais que dans le parcours d'ingé, c'est pas forcément ce qui est le plus répandu, mais alors notamment en ingé, mais comprendre l'histoire des techniques, l'anthropologie de la technique, mais c'est absolument fondamental pour aller questionner et comprendre la construction de concepts comme le progrès et l'innovation, qui sont des constructions. Et donc, du coup, il faut comprendre la façon dont elles sont construites pour aussi comprendre comment on accroche, comment on utilise ces mots, comment on les saisit lorsqu'ils nous sont dits. Et moi, qu'est-ce que je mets derrière ça, etc. Donc, vraiment, je peux vous conseiller plusieurs bouquins en histoire des techniques pour commencer un parcours là-dessus. Mais c'est absolument nécessaire pour préparer le futur de comprendre la façon dont le concept de technique et de technologie, qui sont quand même aussi concepts différents en sciences humaines et sociales, se sont construits dans les sociétés humaines. Et les concepts, les idéologies qu'il y a autour de ça. Et l'autre chose, après moi, c'est plus sur la façon dont moi j'ai envisagé aussi mon activité. La façon dont j'ai pu, moi, enchasser ma pratique dans une éthique de travail et une éthique aussi de pratique, c'est de réfléchir à mes conditions de subsistance et notamment mon modèle économique. Donc alors, là-dessus, moi, je suis assez radical, mais je me fixe un chiffre d'affaires maximum par an et que je ne dépasse pas, parce que je fixe par rapport à l'expression des propres besoins. Et l'ensemble de mes comptes sont publiés en ligne sur mon site chaque année. Donc moi, je suis en transparence radicale complète. Alors, c'est-à-dire aussi que j'ai réduit... je vis une vie extrêmement confortable, mais j'ai aussi réduit la façon dont... les perspectives que j'avais sur la façon dont je vais mener ma pratique. Mais c'est aussi un atout. Parce qu'en fait, le fait que je sois extrêmement transparent sur la façon dont je mène les activités, les clients que j'ai, etc., fait que aussi j'ai... on m'appelle en sachant que j'ai pas de conflit d'intérêt, et que je suis passé dans une démarche qui est complètement... je fais pas de la vente de services. Par exemple, depuis que j'ai démarré cette activité, j'ai jamais démarché de ma vie, par contre, c'est pas l'activité qui manque. Mais en tout cas, la transparence dans les activités, c'est aussi extrêmement important. C'est là où on reconnaît les acteurs nous, quand on fait des audits dans le numérique, si un acteur n'est pas transparent dès le départ, on sait que ça va être compliqué, quoi. Et la transparence, c'est vraiment clé sur ces activités. Je pense qu'on peut clôturer la conférence sur ces mots. Non, c'est juste que je voyais quelqu'un là-haut qui, depuis 5 minutes... Ce qu'on peut faire, c'est prendre les questions à la sortie de la conférence. Si vous avez des questions, nos intervenants seront disponibles pour vous répondre. En tout cas, je tenais à vous remercier toutes et tous d'être venus ce soir, participer à cette conférence Impact du numérique et solutions. La conférence était organisée par INSA Tech for Good, donc une association créée il y a 1 an, qui œuvre sur ces défis
numériques et environnementaux, et par les alumni INSA Lyon. Voilà, donc j'espère que cette intervention et cette table ronde aura été intéressante et que vous en tirerez quelque chose, à la fois dans votre vie d'étudiant et puis plus tard dans votre future vie professionnelle ou dans votre vie professionnelle actuelle. Voilà, donc merci encore d'être venu et puis je pense qu'on peut applaudir bien fort nos intervenants. Merci.